Imaginez un avion au sol prêt à décoller et soudain, une explosion déchire le silence, des flammes jaillissent, un réservoir de carburant vide ou presque se transforme en bombe. Eh bien, depuis 1959, 18 accidents de ce type ont secoué l'aviation commerciale, tuant des centaines de personnes. Mais derrière ces tragédies se cache une histoire de progrès, des enquêtes implacables, des règles draconiennes et un système ingénieux qui a rendu ces cauchemars impossibles. Et aujourd'hui, on plonge dans cette saga de la foudre aux innovations high-tech. Alors bienvenue dans l'univers des réservoirs de carburant sécurisés. Lucifer, it's a deal running there. Are you satisfied? Are you searching for the light? Tout commence dans les années 1960 avec l'essor des jets. Le carburant du JP4, c'est un kérosène instable avec un point d'éclair bas. Il s'enflamme à froid et une fâcheuse tendance à accumuler l'électricité statique. Résultat, vous l'avez deviné, des étincelles fatales. En 1963, à l'aéroport de Londres, un Boeing 707 d'El Al est frappé par la foudre et boum, l'explosion d'un réservoir d'aile détruit l'avion et tous les occupants périssent. Et 13 ans plus tard, en 1976, à Madrid, un Boeing 747 d'American Airlines subit le même sort. La foudre, explosion dans l'aile, avion anéanti, 0 survivant. Et les deux appareils étaient ravitaillés avec un mélange JP4 et Jet A. Et ces catastrophes et d'autres sonnent la fin du JP4. Et dans les années 1980, il est officiellement retiré au profit du Jet A qui est beaucoup plus stable. Mais malheureusement, le problème persiste parce que même vide, un réservoir contient des résidus de carburant qui s'évaporent sous la chaleur, créant des vapeurs inflammables. Et ajouter de l'air, donc de l'oxygène, vous aurez un cocktail explosif. N'oubliez pas que l'air qu'on respire contient 21% d'oxygène, 78% de nitrogène ou azote en français et 1% de gaz rare, donc 21% d'oxygène. Retenez ce chiffre. Vous allez voir, il va falloir trouver des solutions. Tout ça, c'est beau, mais comment fonctionne l'allumage? Comment enflammer ces gaz qui restent dans les réservoirs? C'est pas supposé d'être allumé. Eh bien, la foudre des câbles défectueux ou simplement la proximité des packs de climatisation qui chauffent l'air sous le réservoir central. C'est un peu comme une bouteille d'essence dans un garage chaud fermé. Vous les sentez, les vapeurs, une allumette et boum! Puis je peux vous dire une chose, que l'allumette dans l'aviation, on la voit pas malheureusement, ça peut être n'importe quoi. Des câbles usés, des étincelles électriques. Les accidents sur Boeing 737, le point de non-retour. Les Boeing 737, c'est best-seller de l'aviation, mais n'ont pas été épargnés. La première fois, c'était le 5 novembre 1990 à Manille. C'est un Boeing 737-300 de Philippine Airlines qui a explosé juste après le pushback, ou si vous préférez le remorquage avant le décollage. Et il y a eu malheureusement 8 décès, mais vous allez voir, c'est assez particulier parce que, vous le savez, il y a du carburant dans les ailes de gauche, ailes de droite, et il y en a également dans le réservoir central. Et le réservoir central était vide à ce moment-là. Ah oui, il était vide, mais à 35 degrés Celsius dehors, les packs de climatisation sous le réservoir ont tourné pendant 30 à 45 minutes, évaporant les résidus. Et la fameuse étincelle, c'était probablement un câble endommagé encore une fois. Mais le pire événement a été le 17 juillet 1996. Vous vous en souvenez peut-être, TWA 800. Ah oui, c'est un Boeing 747 qui décollait de New York pour aller à Paris. Et à 3700 mètres... explosion. Et les 230 personnes à bord périssent. Encore le réservoir central vide, chauffé par des packs en marche depuis des heures. Et l'enquête du NTSB, ou National Transportation Safety Board, a été claire. Un court-circuit électrique sur le système de jaugeage du carburant envoie une surtension, allumant le mélange vapeur-air. Puis en passant, l'avion, ils ont tout récupéré les morceaux et ils ont ramené dans un hangar pour évaluer tout ça. Parce qu'on pensait que c'était probablement un attentat. Et le NTSB ne s'est pas arrêté là. Non, ils ont déclaré que la flamme était évitable. Opérer avec des mélanges inflammables est un risque inutile. Et la recommandation choc a été de développer des systèmes d'inertage, comme injecter de l'azote pour chasser l'oxygène. Car pour exploser, il faut deux ingrédients, comme on parlait, une étincelle et un mélange inflammable. Donc, ils se disaient qu'éliminer un des deux, ça réglerait le problème.
Quelques années après, eh bien, un autre drame, le 3 mars 2001 à Bangkok. Un Boeing 737-400 de Thai Airways explose au stationnement. Une agent de bord est d'ailleurs décédée et encore une fois, 36 degrés Celsius à l'extérieur, des packs qui étaient en marche depuis le vol précédent, qui pompaient du réservoir central tournant à vide. Il faisait 36 dehors, puis là on est en train de chauffer tout ça. Cause probable, des copeaux de métal dans une pompe ont allumé les vapeurs. Et ces drames, ainsi que 15 autres depuis 1959, ont sonné l'alarme. Il était temps, vous décolliez assis sur une bombe. La réponse de la FAA, des règles pour sauver des vies. Face à l'accident de TWA 800, eh bien, la FAA, ou Federal Aviation Administration, réagit. Et en 1998, elle mandate l'ARAC, ou si vous préférez, un comité d'experts, pour explorer la réduction de la flamme. Et verdict, eh bien, les systèmes d'inertage embarqués, les OBI-GGS, existent, mais trop lourds, chers et peu fiables. Et en 2001, l'ARAC confirme, oui, l'inertage pourrait réduire les risques, mais rien n'est rentable encore. Et la FAA ne chôme pas par la suite parce que le 7 mai 2001, la règle FTS ou Fuel Tank System entre en vigueur et ils ont créé la SFR 88 qui a été effective en juin 2001. L'objectif, oui mes amis, 18 mois pour faire un audit, pour vérifier tous les systèmes. On parle des réservoirs, pompes, câbles, protection foudre. En gros, 3 piliers. Concevoir pour prévenir les étincelles, modifier les avions existants et adapter la maintenance pour une navigabilité continue. Et sur notre avion, le Boeing 737, je peux vous dire qu'il y en a eu des modifications. Écoutez bien ça. Tout d'abord, les câbles ont été redirigés loin des réservoirs. Il y a eu des protections anti-court-circuit, des câbles anti-foudre, les pompes auto-extinctrices. Ça veut dire qu'après 15 secondes de faible pression, l'interrupteur se mettait à off. Mais ça, c'est juste depuis 2004. Il y a eu également des procédures qui ont été ajoutées, comme l'interdiction de laisser les pompes des réservoirs centraux au sol si moins de 450 kg de carburant sont à l'intérieur. Vous commencez à comprendre pourquoi on a cette limite sur le Boeing 737-800. 450 kg, on laisse pas les pompes du réservoir centraux, les 2 pompes, à on. Non, c'est vraiment important, on les ferme. Ça a des liens. Mais le gros problème, on s'entend, c'était les étincelles. On n'en veut plus. Et dans les audits, c'est vraiment particulier à voir, c'est marqué, on peut pas toutes les prédire. Qu'est-ce que je voulais qu'on fasse? Sérieux, on est dans l'aviation, là. Vous allez voir que la NTSB ont vraiment pas aimé cette réponse, surtout dans l'aviation. Ils ont répondu « S'appuyer seulement sur l'élimination des sources d'ignition en acceptant la flamme est fondamentalement défaillant. » Alors la solution hybride, baisser l'oxygène. Et les tests ont commencé avec le GBI, inertage azote par chariot. Alors il y a eu la première solution hybride, baisser l'oxygène. Et au sol, c'était complété avec le GBI, inertage azote par chariot. Et c'était pas extraordinaire parce qu'en vol, ça fonctionnait pas, c'était juste un équipement au sol. Alors quoi faire à ce moment-là? Là, c'est là que, oui, ils ont trouvé une solution. En 2008, la règle FTFR ou Fuel Tank Flammability Reduction scelle le tout. Le seuil de flamme acceptable dans les réservoirs vulnérables, comme le central ou inertage. Pas de tech imposé, mais performance obligatoire. Résultat, 0 explosion de vapeur depuis. Le système NGS, le cœur de la sécurité sur le Boeing 737. C'est à ce moment que le NGS ou Nitrogen Generation System ou système de génération d'azote enrichi entre en jeu. Et là, attention, parce que le mot, vous voyez, est très particulier. Génération de nitrogène, génération d'azote, c'est complètement faux. On ne génère pas du nitrogène ou de l'azote. Donc, ce qu'ils vont faire, vous vous souvenez du pourcentage, on parlait de 78% d'azote, 21% d'oxygène puis 1% de gaz rare. Ce qu'on fait, on ne va pas ajouter de l'azote. On va plutôt réduire le pourcentage d'oxygène. Et si on réduit le pourcentage d'oxygène, c'est un pourcentage, c'est sur 100, donc on va augmenter par le fait même le pourcentage de l'azote. Donc l'oxygène va passer d'environ 21% à 12% au sol, puis ça peut monter jusqu'à 15,5% d'oxygène lorsque l'avion vole à 41 000 pieds. Donc, il ne fabrique absolument pas d'azote. Il enlève l'oxygène de l'air, laissant un mélange azoté. Et ce mélange est assez pour respirer, mais pas pour brûler. Et sur le Boeing 737 nouvelle génération, il a été certifié en 2006 par Honeywell après 1000 heures de tests.
Et attention, si le système ne fonctionne pas, c'est pas critique, c'est pas grave, mais on fait attention, c'est 10 jours que vous allez pouvoir voler avec 10 jours, c'est tout. Et le système se situe dans le conduit d'entrée d'air, le rameur de gauche en orange sur les schémas. Mais comment fonctionne tout ça? Parce que n'oubliez pas, on ne va pas ajouter de l'azote ou du nitrogène, mais on va enlever de l'oxygène, le pourcentage d'oxygène qui va entrer dans le réservoir. Comment qu'on fait ça en réalité? Bien, c'est assez simple, c'est un peu comme un filtre à café high-tech. Bien, tout d'abord, la source d'air, comme on le sait, ça provient du bleeder du collecteur pneumatique de gauche. Par la suite, cet air a un pré-traitement. L'air passe par un convertisseur ozone ou un catalyseur qui transforme l'ozone en oxygène, protégeant les membranes. Puis refroidi à 71 degrés Celsius par un échangeur thermique avec rameur pour refroidir. Et le filtre installé pour enlever les poussières, lui, il a une durée de vie de 12 000 heures. Ça, c'est pour la maintenance. Là. Il faut qu'il change à chaque 12 000 heures. La magie, c'est un module de séparation d'air ou ASM, la méthode fibre creuse. En gros, c'est des milliers de membranes qui sont fines comme l'épaisseur d'un cheveu. Et les petites molécules O2, CO2 et H2O passent plus vite. Elles sont donc évacuées par un petit trou avec l'échappement rameur, juste là. Et le reste de l'air est azoté. Du côté de la distribution, le NEA ou l'air azoté va au réservoir central via une vanne haut débit. Et cette vanne va s'ouvrir en descendant pour contrer l'air entrant. Et le capteur O2, lui, va mesurer une fois par vol les données. Donc le système est là, il nous aide, il n'est pas très complexe, mais il a été inventé pour nous protéger. C'est pas un vrai générateur d'azote, n'oubliez pas, il prend l'air des moteurs, passe un filtre spécial qui vire l'oxygène. Et le fameux 21% d'oxygène normal qu'on respire tombe à 12% au sol ou 15,5% en vol. Et ça garde l'air enrichi en nitrogène, donc à 80-85%. Et ce mélange de nitrogène à 80-85% est poussé dans le réservoir central pour empêcher toute chance d'explosion. Et si nous avons encore des vapeurs de kérosène, parce que c'est le cas, il n'y aura pas de flamme possible sans oxygène. Donc, c'est un système automatique avec zéro entretien qui a été installé depuis 2008, puis depuis ce temps-là, zéro accident. Et il y a également un indicateur simple dans le puits du train avant, lui avec des lumières que je vous parlais tout à l'heure. Pas de panique si ça clignote. Vert, tout est parfait. Bleu, c'est dégradé. L'oxygène est un petit peu plus haut, genre 18%, mais toujours sous la limite explosive. Tu peux décoller sans stress, mais il y a quand même une limite, là, c'est un avertissement, fait que tu as 10 jours pour le réparer. Et blanc, ça veut juste dire que le voyant lui-même est hors service. Alors, on check le fameux ordinateur Byte, mais rien à voir avec le système. Donc, pas de panique. Et rouge, il n'y en a pas de rouge parce que c'est pas vraiment critique. Ça l'aide, mais c'est pas critique parce que les avions avant 2008 volaient sans ça. Puis il y en a encore qui volent sans ça. Attention à vos pompes dans le réservoir central. Donc, en résumé, depuis 1959, 18 avions ont explosé à cause des réservoirs. Il y a eu la foudre, des câbles mal entretenus ou brisés, la chaleur qui fait bouillir le reste du kérosène. TWA 800 en 1996, 230 morts. Et le déclic, enfin, la FAA s'est réveillée, il était temps. Ils ont donc sorti SFAR 88 en 2001 pour empêcher les étincelles, puis FTFR en 2008 pour chasser l'oxygène. Et sur le Boeing 737-800 de nouvelle génération, le système, le NGS, fait la job. Ça prend l'air du moteur, filtre l'oxygène, tombe à 12% au sol, 15,5% en croisière, laisse du nitrogène purifié remplir le réservoir central, donc pas de boom possible, même avec des vapeurs. Donc, la prochaine fois que vous serez assis à bord de cet appareil, la bombe, elle n'existe plus parce que, oui, ils ont trouvé des solutions grâce à de l'air recyclé. C'est quand même extraordinaire. L'aviation, n'oublie pas ses leçons. Elle les grave dans le métal et l'air.